Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la situation politique et sociale aux États-Unis. Les derniers sondages d'opinion ont révélé que 66% des Américains estiment que les divisions politiques se sont accrues depuis 2021 et 43% d'entre eux, soit près de la moitié des personnes interrogées, pensent qu'une guerre civile est probable au cours de la prochaine décennie. Selon de nombreux analystes, la polarisation politique a atteint son plus haut niveau depuis des décennies, voire même depuis la guerre civile. Plus de 60% des électeurs démocrates considèrent l'autre parti comme plus extrême. 63% des électeurs républicains considèrent les démocrates comme étant immoraux et antipatriotiques. Nous constatons en effet presque chaque jour à la télévision cette division au sein de notre nation. D'ailleurs, au cours des 6 dernières années, la popularité des présidents américains n'a jamais dépassé la barre des 50%. Et plus de la moitié des Américains pensent que le leadership des États-Unis s'effondre. Nous n'avons pas oublié l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 pour contester les résultats de l'élection présidentielle de 2020, où ce vote, totalement surréaliste, il y a quelques semaines, au cours duquel il aura fallu 4 jours et 3 nuits de tractation et pas moins de 15 tours de scrutin pour élire le speaker de la Chambre des représentants, ce qui ne s'était jamais produit en 230 ans d'histoire des États-Unis. Les républicains qui contrôlent donc désormais la Chambre des représentants n'ont pas tardé à lancer une série d'enquêtes sur l'administration Biden en réponse à celle menée par les démocrates à l'encontre de la précédente administration. Aujourd'hui donc, plusieurs questions se posent. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir des États-Unis? Y a-t-il encore des questions sur lesquelles nous pouvons nous mettre d'accord? Les partis démocrates et républicains sont-ils devenus les otages de leurs ailes radicales et qu'advient-il de la démocratie quand le consensus devient impossible? Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 analystes politiques et experts des partis démocrates et républicains. Le premier est notre chroniqueur Mark Feifley, PDG d'une agence de communication stratégique nommée Off the Record Strategy, qui est basée à Washington. Il a précédemment servi dans l'administration du président George W. Bush en tant que conseiller adjoint à la sécurité nationale pour la communication stratégique et internationale. Avec nous également Crystal Patterson, qui dirige actuellement le Washington Media Group. Elle a travaillé dans le passé pour le compte de Facebook et durant 7 ans pour le Center for American Progress. Crystal a également participé à la campagne présidentielle d'Hillary Clinton et a dirigé la communication du bureau du sénateur Edward Moore Kennedy. Soyez la bienvenue, je suis content que vous soyez parmi nous, mais avant d'entamer notre débat, je vais commencer par donner la parole à Mark Feifley. Mark, vous avez travaillé longtemps au service du Parti républicain, vous avez également collaboré à la Maison-Blanche sous l'administration Bush, alors quelle est votre lecture de cette situation? Nos différences partisanes sont-elles si dangereuses? Et si oui, expliquez-nous pourquoi nous en sommes arrivés là. Écoutez, quand je travaillais pour le Comité national républicain au début de ma carrière en politique, j'ai participé à maintes reprises avec mes homologues dans le cadre de plusieurs émissions sur CNBC, Fox News et CNN. Et nous discutions de plusieurs questions partisanes pendant 20 minutes. Après cela, nous quittons le studio et nous parlons davantage ensemble. Et si le temps le permet, nous pouvons aller boire un café ensemble et discuter de ce qui nous rassemble sans aucune haine. Je ne pense pas que cela se produise aujourd'hui. Je vois que le leadership des 2 partis a suspendu le dialogue, que ce soit au niveau de la Chambre des représentants ou du Sénat, ou au niveau de l'espace partisan. En fait, nous sommes devenus obsédés par Twitter et ceux qui nous suivent là-dessus. Et nous nous soucions de ce petit pourcentage d'activistes pour leur donner ce qu'ils aiment voir et entendre. Et si nous ne le faisions pas, nous rencontrions des problèmes lors des élections primaires et nous pourrions les perdre. Et c'est ce qui nous inquiète en ce moment.
Je ne pense pas qu'il y ait actuellement de candidats à la Chambre des représentants des États-Unis. L'affaire se limitait à une dizaine de gouverneurs conservateurs de la Chambre essayant de semer le trouble devant toute activité à la Chambre. Et c'est malheureusement parce que nous aurions dû nous préoccuper de sur quoi nous devrions nous concentrer, comme le fait d'aider nos alliés comme l'Ukraine, trouver des moyens de réduire la dette publique des États-Unis qui a franchi le seuil des 20 milliards de dollars. Et trouver des moyens d'améliorer la vie du citoyen américain, et je ne pense pas que nous le fassions aujourd'hui. En suivant l'actualité, vous constaterez que l'accent est mis aujourd'hui sur des documents classés confidentiels retrouvés dans un ancien bureau de Joe Biden ou sur le membre républicain George Santos nommé dans des commissions parlementaires, qui s'est avéré être un menteur et accusé d'avoir inventé une bonne partie de son CV et devrait être expulsé. Malheureusement, vous ne trouverez pas une véritable concentration sur les problèmes auxquels les Américains sont confrontés quotidiennement, et c'est ce qui nous manque exactement dans le dialogue actuel. Oui, toutes ces affaires illustrent le climat de tension qui règne au sein de nos partis politiques. Je me tourne à présent vers vous, Crystal. Marc a évoqué cette atmosphère qui porte atteinte aux travaux de la Chambre des représentants et du Sénat. La Chambre des représentants compte 435 membres, dont 213 démocrates et 222 républicains, ce qui nous donne une très faible majorité républicaine. De plus, une vingtaine d'élus trumpistes jouent les troubles faits et créent la zizanie au sein du parti de l'éléphant. Je voudrais vous poser une question concernant l'opinion publique américaine. On a vu que le raz-de-marée républicain annoncé pour ces élections de mi-mandat n'a finalement donné qu'une vaguelette. Une vaguelette si faible d'ailleurs que les démocrates ont réussi à conserver leur majorité au Sénat. Alors je voudrais vous demander quel regard portez-vous sur cette ambiance politique? Je pense que les gens sont épuisés. Comme s'ils en avaient marre de cette politique qui a longtemps caractérisé le système actuel. Je pense également que ce qui s'est passé récemment au sein de la Chambre des représentants en est un exemple. J'imagine que la politique a parfois tendance à mener à de tels débats, mais l'affaire a dépassé ce stade ordinaire. À l'ère des réseaux sociaux, l'attention des gens doit parfois être attirée sur les cris, la distinction et le désaccord, surtout quand on est candidat à une prise de position. Il faut donc être radical pour atteindre les objectifs. Les déclarations ne se limitent plus à un programme politique, mais se sont transformées en slogan électoral. Et je crois que ce qui a d'abord distingué les élections à la présidence de la Chambre des représentants, c'est que les gens ont eu l'occasion de voir l'intérieur de ce conseil législatif en présence de caméras, chose qui n'était pas disponible auparavant. Et normalement, la plupart du temps, on regardait un dialogue entre tel ou tel représentant des deux partis. En fait, j'ai des amis qui ont été surpris de la façon dont les opposants se parlaient, ce qui est risible, car lorsque nous sommes des députés à la Chambre des représentants, ces scènes sont ordinaires, normales. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans le service des politiques publiques au sein de la société Facebook et il était naturel pour nous de nous interroger sur les positions de ces partis et quels en étaient les risques de prendre une décision et nous travaillons ensemble pour trouver une solution. C'était dans l'intérêt de tout le monde. Cependant, je suis sûre qu'une partie de ce désaccord existe toujours. Et Kevin McCarthy devait satisfaire la minorité, malgré sa conviction que cette dernière refuse délibérément de se conformer aux règles, ce qui fait partie de sa perception. Cela fait peut-être partie aussi de leurs promesses électorales, je veux dire l'obstruction parlementaire.
Kevin McCarthy has to figure out how to make this smaller group happy. Right. And I actually think Et vous ne pouvez pas travailler avec des gens à l'intérieur du gouvernement qui vous détestent, ce qui sera un défi pour le président de la Chambre des représentants, il faut le dire. Je suis également certaine que tout cela indique de vieilles accumulations qui peuvent nous ramener à la Maison-Blanche à l'époque de Bush. J'étais en désaccord avec lui sur plusieurs décisions, mais nos désaccords étaient accompagnés de dialogues politiques rationnels sur la façon de résoudre les questions et pas d'adopter la politique suivante, à savoir « je suis contre tout le monde ». C'est une métaphore qui illustre bien l'état d'esprit qui règne actuellement. Marc, on assiste à une radicalisation qui débouche sur des positions toujours plus extrêmes, avec des élus qui, faute d'obtenir ce qu'ils veulent, font tout pour faire obstruction à toutes les initiatives. Et cela est valable dans les deux camps, démocrates et républicains. Les sondages d'opinion confirment que de plus en plus de républicains considèrent les démocrates comme une menace existentielle et un obstacle à leurs principes, d'où cette tendance à la violence qui a débouché sur les événements du 6 janvier 2021. Côté démocrate, cet assaut du Capitole a été perçu comme le signe d'une menace contre la démocratie américaine. Alors, après une courte pause, j'aimerais que vous répondiez à la question suivante. Existe-t-il un moyen d'apaiser les tensions entre ces deux partis, ou pensez-vous au contraire que nous nous dirigeons vers une crise encore plus grave, avec les enquêtes de la Chambre des représentants qui ciblent aujourd'hui directement le président Biden? Nous allons donc faire une courte pause avant de répondre à ces questions sur ces dissensions politiques qui atteignent des sommets et sur leur impact sur la société américaine. Restez bien avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Alors notre discussion porte aujourd'hui sur la situation politique aux États-Unis. Marc, avant la pause, je vous demandais s'il y avait un moyen de sortir de cette impasse avec des républicains et des démocrates toujours plus divisés et une société américaine déchirée par la guerre entre ces deux partis. Alors croyez-vous que nous nous dirigeons vers une crise encore plus grave, comme le pensent 43% des Américains? Too many Americans right now, they get information that agrees with them. So if I'm a Republican, I watch. Ce qui est troublant, c'est que beaucoup d'Américains ne reçoivent que les informations avec lesquelles ils sont d'accord. C'est-à-dire, si je suis républicain, je regarde que les émissions mettant en vedette des républicains. Chose qui renforce mes positions et mes opinions. Avec ça, je ne valide pas ce que je suis. Et je ne dis pas peut-être que Christelle avait une idée logique qu'il fallait entendre. Je crois que si nous continuons à nous isoler des idées des autres et à vivre dans notre propre monde, nous continuerons à ressentir de l'hostilité envers ceux qui ne sont pas d'accord avec nous politiquement. La seule solution à cela est le processus politique, surtout à l'approche du début de la campagne pour les prochaines élections présidentielles. Les deux partis devront collaborer ensemble et éviter le fait d'exclure les autres et de devenir plus polarisés pour satisfaire ce petit pourcentage de gouverneurs conservateurs. Ce que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, essaie de faire, c'est d'attirer l'extrême droite dans le Parti républicain en appelant à l'expulsion des immigrants des frontières sud des États-Unis par des avions hors de la frontière. De ce fait, il sème les graines de plus de tensions et de divisions dans la société américaine. Son mouvement est peut-être politiquement astucieux parce qu'il a attiré l'attention des médias, mais il n'améliore en rien le processus électoral américain pour que nous comprenions mieux ce que nous avons en commun. Crystal, j'aimerais que vous nous donniez votre avis par rapport à ce que Marc vient de dire. Selon lui, une grande partie de nos problèmes vient de nos médias. Les électeurs républicains sont influencés par des supports partisans qui cristallisent leurs opinions et les renferment dans leurs certitudes.
Le processus de radicalisation est similaire à ce qu'on observe avec les militants de Daesh. Et si de nombreux facteurs interviennent pour pousser les gens vers la radicalisation, la saturation de soi-disant informations véhiculées par certaines chaînes, réseaux sociaux et sites extrémistes alimente toute cette violence. Alors pour vous qui avez passé beaucoup de temps à mesurer, à analyser l'opinion publique, quels sont les moyens qui pourraient nous permettre de revenir à un climat social plus serein? Yeah, I think it's tough. I mean, we've hit a point now where the third rail is trying to see the other side as human, which is a problem. And I've given some thought to what's driving a lot of this. And Je pense que la situation actuelle est difficile. Nous en sommes arrivés au point où voir l'autre comme une personne ayant une opinion est devenu un espoir, ce qui est un vrai problème. J'ai consacré du temps à rechercher les raisons de cette situation et je me suis posé sur les questions suivantes. Premièrement, nous avons des dirigeants qui recherchent ce qui leur profite, plus que ce qui profite au pays. Et cela était clairement évident lors des élections à la présidence de la Chambre des représentants. Je ne blâme pas Kevin McCarthy, mais je pense plutôt qu'il travaille dur pour obtenir des concordances, même si cela signifie qu'il ne soit pas en mesure d'exercer son devoir. Pourtant, on a vu le contraire chez d'autres, ce qui a alimenté la colère des gens. Malheureusement, tout est devenu centré sur la candidature et l'élection, ce qui résume le sentiment du public. Ainsi, il ne s'agit plus des faits, de ce que cela signifie pour la vie quotidienne de l'électeur. Désormais, la question se limite à la polarisation plutôt qu'à donner la priorité à l'intérêt du citoyen américain. Permettez-moi de vous donner un exemple. Ron DeSantis, lui, me met en alerte en tant que démocrate lorsqu'il sort avec ses discours politiques profitant du déclin de la présidence de Biden. Je ne l'ai pas vu agir comme un leader politique qui se soucie des dommages causés aux citoyens par les inondations, par exemple. Et après que le président Biden ait envoyé la garde nationale pour apporter des secours, DeSantis a saisi l'occasion pour en faire une escarmouche politique. Je pense donc que notre avenir dépend de la présence de personnes qui prévalent sur le bien commun et l'électeur enverra un message. La vague rouge, elle, n'a pas eu lieu parce que l'électeur a rejeté la tendance extrême qui prévoyait que l'opposition soit capable de réaliser des gains. En conclusion, je crois que l'électorat américain est polarisé et que le chemin est encore long. Crystal, je voudrais vous poser une question tout d'abord. Pour vous, la naissance d'un troisième parti aux États-Unis est-elle envisageable? Et vous, Marc, je vous demanderai dans quelle mesure pensez-vous que Trump a alimenté et renforcé cette division? Pensez-vous que ce clivage va se maintenir? Alors, pour l'éventualité d'un troisième parti, cela est peu probable. Peut-être sommes-nous plus proches d'un processus de criblage qui aboutit à deux pôles plus compatibles, avant que le rêve d'un troisième parti ne prévale. Alors bien sûr, il y a toujours la possibilité de développement et de solutions d'urgence. Mais je pense que Andrew Young, candidat à la présidence, essaie de former lui un parti et certaines personnes ont accueilli favorablement cette idée d'un troisième parti. Mais la vérité est que pour réussir à entrer dans l'arène politique américaine, il faut avoir de l'argent et de la logistique. Franchement, même si vous n'aimez pas les deux partis, ils sont aujourd'hui plus puissants et ils ont beaucoup de fonds, une large attention, et ça va être franchement difficile de les dépasser. Par conséquent, je ne vois pas cette question comme très pratique et j'ai plutôt tendance à avoir besoin de plus de normalisation avec ce qui existe aujourd'hui. Marc, quid du rôle de Trump? Écoutez, chaque fois qu'on dit que Trump a été exclu, il joue le rôle d'un fantôme dans les films d'horreur. Et réapparaît peu importe ce que nous essayons de faire. Je pense que dans un avenir prévisible, comme l'a dit Crystal, et jusqu'à ce que des candidats comme DeSantis ou d'autres apparaissent, qui s'élèvent à un niveau qui leur permette de débarrasser enfin de ce spectre de Donald Trump, ce dernier sera toujours présent dans notre avenir. Il est peut-être resté silencieux car il n'apparaît plus tous les jours sur les réseaux sociaux comme auparavant et n'a pas présenté de programme de leadership autre que le golf de la station de Mar-a-Lago. Mais il reste une puissance dans le monde et la politique aujourd'hui et dans l'avenir prévisible jusqu'à ce qu'une direction républicaine émerge et qu'une nouvelle génération lui dise au revoir.
we're here now. Okay. Parlons un peu des affaires étrangères. Cette tension entre les deux partis politiques américains a un impact sur nos alliés, n'est-ce pas? Alors que dire à nos amis étrangers qui assistent à ce cirque? Comment gèrent-ils ces clivages dans leurs relations avec nos élus? They got to work harder. So they've got to develop leaderships and relationships within the Republican Party infrastructure and the Democrat as well. Ils devront faire plus d'efforts car ils doivent développer leurs relations avec les institutions du Parti républicain et du Parti démocrate. Par exemple, le président ukrainien Zelensky s'est rendu aux États-Unis. Il a rencontré les dirigeants du Congrès et du Sénat. D'autres dirigeants étrangers devront faire de même, ce qui signifie que les républicains pourraient demander « Pourquoi dépenser autant d'argent pour envoyer des batteries patriotes en Ukraine alors que les écoles et les infrastructures américaines sont de mauvaise qualité ?» C'est vrai, mais en même temps, les États-Unis doivent continuer à jouer leur rôle de chef de file au niveau international et doivent entretenir des relations internationales dans le domaine du commerce pour servir le bien commun et protéger également les droits de l'homme. C'est pourquoi je dis aux dirigeants de nos pays alliés et partenaires que vous devez entretenir la force de ces relations et apprendre à connaître personnellement les présidents des commissions de la Chambre et du Sénat, en particulier le Comité des affaires étrangères et des services militaires, et chercher des moyens de rencontrer les présidents des commissions et de leur parler de la situation de chaque pays. Find ways to bring them in so that you can talk to them about what your situation is. That's the way that you're going to have the short-term diplomatic successes. Crystal, last question to you. Crystal, dernière question. Vous brossez un tableau optimiste pour l'avenir en insistant sur le besoin de voir émerger des dirigeants soucieux des intérêts de la nation. Mais pensez-vous vraiment que cette crise est temporaire et que les politiciens vont réussir à surmonter cette polarisation, ou au contraire que ce climat d'hostilité est encore là pour longtemps? Et comment des pays comme le Maroc et l'Arabie saoudite peuvent-ils faire pour faire face à cette situation changeante? I do think this is a moment in time, not a forever situation for the U.S. We've gone through highs and lows before. We've dealt with, actually, I think, much more dire circumstances, both. Non, je pense que c'est provisoire, temporaire. Cette situation dont nous avons été témoins dans le passé face à des conditions plus difficiles en tant que nation et en tant que partie de la communauté internationale. Nous avons vécu 2 guerres mondiales et l'ère des droits civiques et avons essayé de dépasser des problèmes compliqués qui se produisaient sur notre planète et nous avons pu les résoudre. Quand vous êtes au cœur des défis, vous pensez que les problèmes ne seront pas résolus. La vérité est que toutes ces difficultés rendent notre démocratie plus solide et nous en apprenons davantage sur nous-mêmes et sur les manières de les résoudre. Comme l'a dit Mark, les leaderships changent, de nouvelles générations voient le jour et les jeunes d'aujourd'hui rejettent ce schéma politique et les choses évoluent naturellement. En ce qui concerne le niveau externe, Mark a souligné un point important, à savoir la nécessité de laisser la porte ouverte au dialogue. Il faut entendre toutes les opinions, même celles provenant de ceux qui ne contrôlent pas leurs pensées, ce que le reste du monde peut avoir d'ailleurs comme une exception au sein des États-Unis. Le monde doit tirer une leçon de notre expérience. Les autres pays ne doivent pas nécessairement être comme nous, mais c'est ce qu'ils récolteront s'ils marginalisent certaines opinions au sein de la société. See what happens when you make people feel left out. They're going to eventually let you know they're there and in a way you may not like. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Pour conclure, je dirais que si j'ai commencé cette émission avec beaucoup de pessimisme, probablement influencé en cela par les réseaux sociaux et les nouvelles et commentaires véhiculés dans nos médias, qui laissent croire que nous sommes confrontés à une profonde crise de notre démocratie où tout le monde se déteste et veut tout détruire. Mais en arrivant à la fin de ce programme, je vous le dis, je suis rassuré par les propos de nos 2 invités qui ont exprimé la même analyse, à savoir que les Américains qui se comportent comme des extrémistes sont juste une minorité en fait. Who act like that politically and in terms of voting
C'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit et attirent sur eux toute l'attention, mais la majorité d'entre nous veut vivre dans la tranquillité avec des élus qui s'occupent des vrais problèmes et en cela forceront les partis politiques à revenir à de meilleurs sentiments. À cette majorité, je le dis, ne perdez pas espoir. Les États-Unis traversent des moments difficiles, mais nous finirons par en sortir. En fin de compte, le grand gagnant sera, à n'en pas douter, le peuple américain. So, do not despair. The United States is going through some tough times. It's difficult for our allies because they're caught in the middle of this Quant à des pays comme l'Iran, la Chine ou la Russie qui ont tendance à exagérer et à alimenter nos différences, je dirais que notre unité retrouvée finira par leur coûter très cher. But who will see that when the United States comes together, they will be on the losing end of this deal, not us. Je tiens à remercier nos deux invités, Mark Feifly et Crystal Patterson. Merci à vous tous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.